Donc, bonsoir, donc Hubert Lempereur, architecte. Voilà, je suis un architecte praticien voilà, qui de temps en temps fait des travaux de recherche historique, on va dire, sur l'architecture et sur les formes urbaines. Et c'est un peu au détour de ces recherches, à mes tout débuts, donc il y a une vingtaine d'années, qu'en consultant notamment des revues d'architecture, des fonds d'archives d'architectes, je tombais en permanence sur des publicités des années 20, 30, etc., pour des produits isolants ou sur des documentations commerciales liées à des questions de chauffage, etc. Et c'était quelque chose qui me fascinait parce que c'était une sorte d'angle mort complet de l'histoire de l'architecture, en tout cas telle qu'elle était pratiquée il y a 20 ans, et encore aujourd'hui largement, où l'architecture était toujours envisagée à travers des formes, des styles, voilà, à travers éventuellement des données techniques, où on expliquait l'architecture moderne par le béton armé, par le métal et les grandes portées, et à aucun moment, ou presque, par les questions environnementales, et pour peu qu'elles soient abordées, à ce moment-là, c'est à travers les modes de chauffage et l'énergie, mais l'isolation, jamais. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir à peu près tous les ouvrages d'histoire de l'architecture, sur l'histoire de l'architecture, d'historiographie sur l'architecture moderne, vous ne trouverez jamais évoqué en quoi sont isolés les bâtiments de Le Corbusier, de Perret, le sont-ils, comment est faite la paroi, qu'est-ce qui se passe entre les deux traits qui font un mur, entre l'intérieur et l'extérieur sur le plan. C'est quelque chose qui n'est jamais représenté. Voilà. Moi-même, pendant mes études, donc dans les années 90, malheureusement, l'isolation, c'était 10 cm d'épais dans un mur, et c'était que ça. On n'en parlait pas. On avait réglé le problème une fois pour toutes. On avait 10 cm de polystyrène ou de laine de verre et du béton ou des parpaings de l'autre côté, et puis le problème était réglé. Éventuellement, si on était un peu vaillant, c'était l'ossature-bois avec l'isolant dans l'épaisseur de l'ossature-bois, mais la question n'était jamais posée. Voilà, on avait une norme et des règles depuis le choc pétrolier 73 sur les réglementations thermiques qui nous disaient quelle épaisseur d'isolant on devait mettre. Pour que ça marche, il fallait mettre un moteur avec de la ventilation mécanique qui devait contrôler tout ça à la place de l'habitant, et puis voilà, le problème était réglé. Donc c'est certain que moi je me suis vraiment posé ces questions-là, et je me suis rendu compte qu'on pouvait tout autant écrire l'histoire de l'architecture à travers la question justement environnementale, et pourquoi pas à travers la question de l'isolation. À quel moment on commence à considérer qu'un bâtiment doit être quelque chose de clos, à quel moment on commence à considérer qu'il est même tellement clos qu'on a besoin du secours de mécanismes et de dispositifs artificiels pour que ça fonctionne. C'est au moins aussi important et au moins aussi signifiant et au moins aussi discriminant que les questions techniques ou stylistiques. Voilà, donc effectivement, il y a le parallèle avec l'exposition de Philippe Rham est assez évident. Là, si ce n'est que lui vraiment aborde ça, l'histoire de l'architecture à travers la question énergétique. Il me semble qu'au-delà de la question énergétique, en fait, la question énergétique elle-même renvoie à la question des matières premières, en réalité. Et voilà, donc c'est une façon très matérielle d'aborder l'architecture. Allez, je commence. Alors déjà, pour parler de ce qu'est l'isolation. Donc l'isolation, le terme en lui-même, est un terme récent, qui est un terme du XVIIIe siècle, qui au départ est plutôt utilisé pour l'isolation électrique. C'est le moment où on commence à se rendre compte qu'il y a des matériaux conducteurs, d'autres qui ne le sont pas. C'est strictement les mêmes concepts que pour la thermique. Et puis c'est un mot qui, au moment où il naît, ça vient du latin, insula, l'île, donc faire prendre la forme d'une île à quelque chose. Donc, on parle à l'époque du XIXe siècle d'un îlot urbain, par exemple, donc quelque chose qui est entouré d'espace public. Et donc, progressivement, ce terme-là devient un nouveau concept pour l'architecture, donc à la fois à travers la forme urbaine isolée et à la fois à travers le matériau isolant. Donc dans un premier temps, on ne parlera pas d'isolation
thermique, on aura d'autres termes. Il y aura le terme Atherman, enfin, on peut prendre tous les dictionnaires du 19e et du 18e, mais progressivement arrive cette idée que, voilà, qu'il y a des bâtiments et des matériaux qui peuvent empêcher la conduction du froid. Et que c'est quelque chose qui va commencer à être très important dans la conception architecturale, tout simplement parce que parallèlement, on se met à être capable de fermer complètement un bâtiment, parce qu'il y a les progrès du verre, ça va avec. Avant le verre, il y a l'habitat des gens, du papier huilé aux fenêtres, ou des volets, ou rien du tout, donc l'air passe. Surtout, il y a la cheminée en général, un foyer ouvert, donc de toute façon, il faut que l'air rentre. Donc il y a le même moment. Au XVIIIe siècle, c'est aussi le moment où on commence à avoir des systèmes de chauffage où le feu va être enfermé, en fait, où on n'aura plus besoin de cette circulation de l'air dans le bâtiment. Donc il y a voilà, tout ça qui se passe à peu près en même temps. Et donc, en gros, le moment où naît l'architecture moderne, voilà, c'est le moment où à la fois on a des moyens techniques nouveaux, le verre notamment, des connaissances scientifiques nouvelles à travers d'abord l'électricité et la thermique, et puis des conceptions de l'intimité et de l'habitat qui évoluent aussi forcément. Donc là, je vous ai mis une image de GB, vous connaissez peut-être, hein, c'est l'an 01, qui est un album de 1971 et un film de Jacques Doyon, et qui est l'idée... on en reparlera peut-être, hein, mais qui était un compagnon de toute la bande d'Harakiri, Charlie Hebdo, un GB, et qui a beaucoup œuvré dans les années 70 pour les débuts d'une forme d'écologie politique, on va dire. Alors, pour ceux qui ne seraient pas thermiciens ou architectes dans la salle, déjà juste un tout petit rappel, hein, pour qu'on sache de quoi on parle. Quand on parle d'isolation thermique, on parle de la résistance thermique d'une paroi, c'est-à-dire en gros comment le froid va pouvoir la traverser ou non. Donc en gros, on prend principalement en compte la question de la conduction. Hein, donc la façon dont le froid va passer l'extérieur à l'intérieur par la paroi ou pas. Dans la réalité, vous voyez, si je veux prendre en compte le confort thermique dans son ensemble, il y a aussi la question des mouvements de convection, donc de circulation de l'air, hein, notamment, et évidemment, entre froid et chaud. Et puis, il y a le rayonnement. Là, le rayonnement qui est évidemment ce qu'on connaît tous quand on se met face à un feu, hein, et qui était, en gros, le rayonnement, la naissance de l'architecture. C'est-à-dire que si vous prenez les traités des Vitruve, il fait naître l'architecture quand on se met ensemble autour d'un feu, hein, et la notion de communauté qui va avec. Et je retourne en arrière. Voilà, donc là, dans cette pièce, évidemment, ça rayonne, on a chaud devant, on a toujours froid dans le dos, il y a éventuellement un peu d'air qui circule, parce que forcément, là, surtout le foyer étant ouvert, il y a des systèmes convectifs qui se mettent en place, et puis si jamais un des enfants approche la main et touche le poêle, il va se brûler, là, il comprendra la conduction. Par ailleurs, sur la question du confort thermique, il y a ces trois phénomènes-là, mais il y a des tas d'autres choses qui rentrent en compte, qui vont être effectivement la vitesse de circulation de l'air, l'humidité de l'air, qui vont être le type de matériau, c'est-à-dire que si vous avez du carrelage, vous aurez un sentiment de fraîcheur, si vous avez du bois, de chaleur, parce que c'est la capacité du matériau à restituer ou non la chaleur. Donc en fait, toute l'architecture pendant des millénaires a fonctionné avec des arts de vivre, hein, suivant les climats et les régions dans lesquelles on se trouvait, et qui jouaient sur tous ces paramètres-là. Hein, c'est-à-dire que c'était en gros question réellement civilisationnelle de comment, dans un climat donné et avec des matières premières données, on joue de tous ces paramètres pour se porter bien, et sachant qu'on n'avait pas le secours énergétique massif, hein, qu'on a aujourd'hui.
La notion notamment qu'on connaît tous, parce que quand on écoute la météo, de température ressentie. C'est-à-dire qu'on peut être à 20 degrés dans cette pièce, si la paroi est à 10, je ressentirai 15, la moyenne entre les deux, et j'aurai froid. Je suis à 18 dans la pièce, la paroi est à 18, j'ai pas froid. Voilà, donc des choses importantes qui, pareil, pourquoi je parle de tout ça? Parce que toutes ces questions-là ne sont quasiment jamais prises en compte dans les règles thermique d'aujourd'hui, quand on travaille, nous, architectes, puisqu'en gros, il y a l'alpha et l'oméga de la règle thermique, et c'est la conduction de la paroi. Tout le reste est évacué. Et en fait, tout ce qui a fait, au fond, la pensée énergétique, matérielle et les arts de vivre dans le temps sont mis de côté, et la question de l'habillement, la question de ce qu'on mange, etc., ne rentre absolument pas en compte. Et donc on est face quand même aujourd'hui à des enjeux absolument énormes vis-à-vis du dérèglement climatique, et plus que ça, de la disparition d'une bonne partie du vivant, etc. Et en fait, on est avec une règle complètement abstraite qui prend en compte uniquement la conduction de la paroi et qui ne prend pas en compte les modes de vie, en fait, tout simplement. Donc voilà, il importe d'avoir tout ça en tête quand on aborde ces sujets-là. Et voilà des images qui montrent un peu la chose. Alors, un art de vivre, disais-je. Là, vous avez Voltaire sur son fauteuil du même nom. On devine qu'il est face à une fenêtre. Il a la lumière, le rayonnement. On voit qu'il ne doit pas faire très très chaud, donc il est avec des grosses chaussures, il n'est pas pieds nus, il a la tête couverte, il a le fameux fauteuil Voltaire derrière lui, c'est le fauteuil qui porte son nom, qui est un fauteuil qui est très enveloppant, qui fait qu'il n'a effectivement il ne ressent pas les courants d'air dans son dos. Et puis par ailleurs, contre les parois, on a des tentures, une bibliothèque, c'est-à-dire que le mobilier lui-même n'est pas là pour un usage unique. Il est là dans un art de vivre et dans une façon de s'installer pour, avec peu de moyens, être confronté aux éléments. Là, on est avec une gravure de Farkas Molnar, qui était étudiant à l'époque au Bauhaus, donc à Weimar en 1923. Et donc c'est une gravure qui est faite autour de la première petite maison là, qui est construite à Weimar pour le Bauhaus, donc une maison très très moderne. Qui est la maison am Horn de Georg Muche, qui se trouve être un bâtiment isolé, ce qui est très très rare en 23, avec une double paroi, très très fermé sur son environnement, et voilà, et où Farkas Molnar représente le concepteur de la maison, qui était donc un jeune enseignant à l'époque de tissage au Bauhaus, Georg Muche, et sa femme, nus. Et donc on est dans une vision complètement différente, finalement assez proche de celle qu'on a aujourd'hui, où on est dans une architecture complètement close, isolée, et où la question du vêtement, etc., est évacuée. Un bâtiment, d'une certaine façon, qui fait abstraction de son environnement. Alors, sachant que paradoxalement, il se trouve exactement à l'endroit où il y avait les légumes que les étudiants du Bauhaus cultivaient pour manger, etc. Donc cette espèce de côté un peu qui est un peu le nôtre aujourd'hui, de cette espèce de position ambivalente. Et en bas, une image de Philippe Rame, justement, donc l'auteur de l'exposition qui a lieu en ce moment au CAUE, qui est une installation qu'il avait faite à la Biennale de Venise en 2008. Donc on a des modèles évidemment beaux, des musiciens, des acteurs qui étaient installés à l'Arsenal de Venise, certains habillés, certains faisant de la musique ou exerçant une activité et donc n'ayant pas froid, d'autres nus, mais du coup adossés à des choses pour se protéger, mangeant par exemple du piment pour se réchauffer. Et en fait, ce qui reliait tout ce qui se passait sur cette scène-là était tout simplement que c'était ce qu'on ne voyait pas, c'était l'air. Et la façon dont, effectivement, on pouvait avoir des activités humaines qui, sans qu'on s'en rende compte à l'extérieur, nous reliaient dans la façon
d'essayer de vivre ça correctement et avec confort. Alors, donc avant l'isolation, il y avait le feu et le rayonnement. Donc là, on est dehors, ou on est dans un bâtiment ou une tente où on a un trou au plafond, et puis les fumées s'évacuent, l'air rentre, et on se chauffe comme ça. Grosso modo, on s'est chauffé comme ça jusqu'au Moyen-Âge, on va dire, parce que la naissance de la cheminée, c'est au Moyen-Âge, et encore au Moyen-Âge, on est avec des cheminées à foyer ouvert. Alors on verra que les Romains ont un petit peu commencé à tenter des choses, mais l'autre façon de s'installer est de se protéger de l'extérieur, donc de s'isoler au sens propre. Voilà, là on est dans une tente, mais si elle est fermée, il n'y a pas le feu. Par contre, effectivement, la tente va arrêter les courants d'air, elle va arrêter les intempéries, elle va renvoyer les rayons solaires, et à l'inverse, à l'intérieur, elle va contenir notre propre chaleur rayonnante. Donc finalement, voilà, on est dans des modèles qui, l'un comme l'autre, vu d'aujourd'hui, sont peu confortables. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on a vécu à peu près partout pendant des millénaires. L'architecture traditionnelle, en fait, voilà, une image de réserve. Donc je reste un petit peu dans Charlie et la gueule ouverte et les années 70, donc voilà, qui nous montre un bâtiment qui, comme vous voyez, est ouvert. Voilà, le gars se met au soleil, les murs stockent la chaleur, et puis la nuit, il fait comme il peut. Par chance, les murs sont très épais, ont stocké la chaleur, ils ne sont pas isolés, donc ils restituent la chaleur pendant la nuit, quand il fait plus froid. Et puis, par ailleurs, il y a le partage de la vie animale qui fait que bon an mal an, on s'en sort à peu près. Voilà une autre image. Donc là, on doit être en Isère. C'est même quelque chose qui avait été une image qui avait été montrée à Grenoble en 25 à l'exposition de la houille blanche et du tourisme. Et là où on voit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que, vous voyez, on a à la fois la chaleur des animaux et on se ferme dans un lit clos. Voilà. Là, c'est un relevé qui est fait par un épigone de Le Corbusier pendant l'occupation, dans le fameux chantier 1425 là, du Musée des Arts et Traditions Populaires, où il est à Val d'Isère. Et on voit, voilà, on vit encore comme ça, à cette époque. Un lit clos. Le gars est assis sur le fourrage, l'animal dort sous le lit. On a un poêle qui marche toute la journée, qui permet tout autant de cuisiner et de se chauffer. Et on a un doublage en bois partout, évidemment, pour ne pas rayonner vers une paroi froide. Le bois permettant, comme je le disais, ayant une température de contact à peu près toujours égale. Deux images. L'architecture traditionnelle parisienne, l'architecture de l'Ancien Régime à Paris, et un bâtiment moderne. Ce bâtiment, en général, même en milieu urbain, est toujours plus ou moins bien orienté. En tout cas, on se débrouille pour que on ait au sud ce qu'il faut dans la mesure du possible. Il a des façades en pierre, en tout cas côté rue, en pan de bois et remplissage à l'arrière, mais donc de l'inertie, donc la capacité, comme le mur de cette maison, de restituer la chaleur et d'emmagasiner la chaleur et la restituer l'hiver, et inversement l'été. Pas de pont thermique, puisque vous voyez les planchers sont en bois, donc pas de pont thermique dans les planchers. Des matériaux qui sont donc de la pierre, du bois et du plâtre et chaud. Donc finalement quelque chose qui est relativement un petit peu isolant quand même, qui par ailleurs est perspirant, donc laisse passer la vapeur d'eau. Donc on est dans un bâtiment qui au fond respire, accompagne le passage du climat, est parfaitement durable, démontable,
etc. Après, c'est un autre sujet. On a des combles qui permettent l'été comme hiver de faire un tampon thermique au-dessus des logements, et des caves qui offrent elles aussi, vous voyez, une grande masse d'air inerte qui permet de réguler été comme hiver ce qui se passe au-dessus. Un bâtiment moderne de Ginsberg est plutôt bien conçu, celui-là, mais néanmoins, vous voyez, parce qu'on a quand même un peu d'isolant sur le intérieur, on a un peu d'isolant en toiture, mais malgré tout des ponts thermiques un peu partout, et puis finalement quelque chose qui fonctionne à la fois grâce à ces apports solaires et grâce au secours évidemment du chauffage artificiel et de la ventilation mécanique. Tout ça pour dire que forcément, de là à là, qu'est-ce qui change? C'est qu'on a introduit l'isolant pour que ça fonctionne un minimum, et qu'on a introduit le chauffage central, et qu'on a introduit la ventilation mécanique. Voilà, ce qui fait que l'architecture, qui était quelque chose finalement d'assez fermé, où on avait peu d'ouvertures, dans lesquelles l'air passait beaucoup, en l'espace, vous voyez, de quelques millénaires, on passe du plein au totalement, non pas vide, puisque c'est vitré, mais totalement vitré et totalement clos. C'est un paradoxe que le bâtiment est transparent, mais dans le même temps est une cage de verre. Vous voyez, donc là c'est un diagramme qui a été mis dans une revue belge en 1947, Histoire de la fenêtre, où il montre, vous voyez, le pourcentage plein et vide, et plein et fenêtre, à partir du moment où on a des fenêtres vitrées, et où on voit effectivement qu'il y a une inversion complète des rapports entre l'architecture la plus archaïque et l'architecture la plus moderne. Et une petite citation, là, je ne sais pas si vous la lisez, non, c'est très petit, de Le Corbusier, qui dit « Toute l'histoire de l'architecture tourne autour de la fenêtre ». Bien évidemment, quand on voit ces schémas-là, on comprend bien que les questions techniques, puisque qui dit fenêtre dit la capacité de faire des portées plus ou moins grandes, et donc de porter le bâtiment autrement que par les façades. Et qui dit fenêtre dit aussi des questions de dessin et de style. Donc, effectivement, même d'un strict point de vue formel, toute l'histoire de l'architecture tourne autour de la fenêtre. Alors, je fais un tout petit retour en arrière pour dire que le verre à vitre, s'il a fallu vraiment attendre le XVIIIe siècle pour commencer à en avoir ailleurs que sur des églises ou sur des bâtiments de gens très riches et puissants, le verre à vitre a commencé à exister au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, on ne le trouve pas chez Vitruve, donc au 1er siècle avant, mais chez Pline l'Ancien, dans sa fameuse histoire naturelle, pour reprendre le titre de l'expo, où il décrit un peu toutes les capacités techniques de son époque, et puis toute la relation à l'environnement de son époque. Il décrit le verre à vitre, et dans ce vivier incroyable qui est Herculanum et Pompéi, où évidemment on retrouve des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, on a la capacité de repérer des systèmes, vous voyez là, qui est quelque chose qui est en fait un jardin d'hiver. C'est-à-dire qu'en gros, on a cette espèce c'est du Lacaton et Vassal, pour ceux qui sont architectes et connaissent l'architecture avant l'heure, c'est-à-dire en gros une sorte d'espace tampon vitré, où on profite des apports solaires, et où cet espace tampon dans lequel on va pouvoir mettre éventuellement des végétaux ou des choses comme ça, va servir par ailleurs à réguler le bâtiment lui-même derrière. Je continue sur ce principe-là. Le verre, donc on l'a à partir de l'époque gothique, on l'a eu sur évidemment les vitraux des cathédrales, on l'a eu dans les châteaux, et on l'a eu dans les orangeries, dans les serres, qui arrivent à peu près au même moment, et qui était cette idée d'essayer d'avoir toute l'année certains types de fruits ou de végétaux, voilà, que les Romains avaient aussi testé. C'est-à-dire toujours dans Pline l'Ancien, il décrit des systèmes de petites serres plates, comme on a aujourd'hui dans les jardins,
qui permettait à Tibère de manger des concombres toute l'année, ou voilà, des cerfs qui étaient mobiles. Hein, et donc on jouait sur l'effet de serre, donc ce qui est l'exact contraire de l'isolation, mais malgré tout on isole dans le sens où on enferme, hein, dans un contenant donné. Et donc là, ce que je vous montre, c'est tiré du traité de Jacques-François Blondel, donc traité d'architecture dans le goût moderne. Et il montre la distribution des maisons de plaisance. Hein, donc dans maison de plaisance, il y a le mot plaisir. Donc la question du confort et de l'art de vivre. Et là, on vous montre une orangerie. Et alors celle-ci, elle est assez fascinante parce qu'en gros, c'est un système qui est dérivé des premières orangeries et serres aristocratiques, mais qui est chauffé, et où on chauffe en même temps, on en profite pour chauffer 2 baignoires, voilà, dans lequel les aristocrates peuvent venir au passage. Et donc, en gros, dans cette espèce de machine thermique, hein, sous serre, il y a à la fois des orangers, des ananas, etc., et des aristocrates nus. Alors, je vais vous lire une phrase qui est assez amusante, qui est dans Blondel. En commentaire de cette image, la salle de bain est d'une grandeur suffisante pour contenir 2 baignoires. Il s'en voit peu où il n'y en ait qu'une, soit que 2 personnes puissent y tenir compagnie et s'amuser réciproquement dans leur solitude, soit qu'on ait dessein de destiner l'une des baignoires aux eaux tièdes et l'autre aux eaux tempérées suivant les saisons. L'orangerie, l'été, sert de galerie à cet appartement, et l'hiver de promenade ornée des orangers. C'est-à-dire que l'hiver, on peut se promener à l'intérieur. Vous voyez, cette espèce de façon finalement d'enfermer le monde à l'intérieur de l'architecture, de retourner complètement comme un gant le rapport intérieur-extérieur. Et donc ce qui est fascinant, c'est que c'est précisément à la fois pour les serres et pour les bains qu'on va inventer les premiers systèmes de chauffage dits thermosiphons, qui sont l'ancêtre du chauffage central, hein, hydraulique ou à vapeur et hydraulique. En gros, on ne l'a pas inventé pour les humains. L'humain, il s'habillait, il avait un lit clos, il mangeait. C'était pour les végétaux, voilà. Ou pour quand on était nu et qu'on se baignait. Mais à aucun moment, si vous prenez les traités constructifs ou d'architecture du 19e ou même du début du 20e siècle, vous avez des pages et des pages qui décrivent comment ventiler, chauffer les serres, hein, les ananas et les oranges. Et puis pour les appartements, un bout de truc sur la cheminée, mais finalement rien. 3 fois rien. C'est-à-dire que l'humain est plus robuste. Hein, l'ananas, il ne supporte pas le gel. Et donc, en gros, voilà, l'histoire de l'architecture moderne, elle naît là aussi, hein, à travers à travers les serres, le chauffage central qui va avec, et la capacité d'avoir une sorte de milieu clos, hein, donc l'architecture comme milieu clos, qui va permettre effectivement à l'homme d'un coup de se découvrir homéotherme et de vouloir toujours, à un moment donné, ça va être un peu l'utopie moderne, avoir des conditions hygrométriques et de température toujours égales chez lui, hein, et lui permettant de s'abstraire du climat extérieur. On monte encore en fantaisie. Donc là, on est dans un hôtel particulier. Donc c'est la chambre de Madame de Gontaut, voilà, donc il y a son lit là, dans cette alcôve, qui voit par là, par la fenêtre, le jardin, qui a une fenêtre ici, donc il voit son jardin, qui est un jardin d'hiver, en fait. Là, c'est la première fois, il me semble, que même le mot jardin d'hiver apparaît, où on a réellement de la pleine terre, des rochers, des végétaux, et on a une verrière là-haut, donc on voit le ciel dans la chambre. Et donc, voilà, toutes ces rencontres amoureuses, etc., se font dans cette espèce de nature enfermée là, sachant qu'on a là, par le cul de four, la vue sur un autre très beau jardin réel, celui-là. Et donc là, on est dans quelque chose qui est finalement, réellement, la première expérimentation d'une pensée qu'on pourrait dire moderne de l'architecture comme milieu fermé et comme milieu artificiel,
Voilà, avec ce paradoxe qu'on va aller enfermer la nature dedans. Et comme milieu homéotherme. Alors là aussi, j'avais une citation, je résiste pas. Hop, elle est là. Hop. Là, voilà. Donc là, c'est dans une correspondance. Donc, Nicolas Le Camus de Mézières décrit un jardin d'hiver, alors qui n'est pas celui-là, mais qui est à peu près du même acabit. Donc, qui était un jardin d'hiver qui a été construit par une actrice, donc par une actrice de théâtre. Cette aimable actrice qui sait analyser le vrai plaisir a bien senti la valeur d'une pareille idée. D'une serre chaude, elle a fait l'endroit le plus délicieux de la maison, qui est un palais de fées. Voilà, et la correspondance décrit après, il y a une correspondance entre Diderot et Grimm qui décrit les préparations en 1776 d'une orgie dans ce temple digne de nos mœurs douces. Voilà, donc on est avec un exemple un peu licencieux, mais où on montre vraiment comment la notion de plaisir finalement gagne l'architecture domestique. Voilà. Donc les serres, toujours, avec leur système de chauffage, qui s'industrialise complètement au XIXe siècle, où finalement on va se mettre pas seulement à produire des ananas pour des aristocrates, mais à produire en plus grande quantité. Le thermosiphon, donc voilà le système où on crée en fait une circulation d'eau chaude qui va monter et puis redescendre par gravité. Et l'aboutissement de tout ça, évidemment, on a monsieur de Bonnemaison qui donc est quelqu'un qui sait administrer des serres, comme on disait à l'époque, qui est un art complexe, et qui invente un système de thermosiphon pour des poussins, pour les couveuses à poussins. Donc là, on est au XVIIIe siècle, en 1777, je crois, ou quelque chose comme ça, quand il fait ça. Et puis après, on a un de ses successeurs, qui lui était, je ne sais plus s'il était vétérinaire ou médecin, mais qui travaillait au jardin d'acclimatation à Paris, le bien nommé, justement, où on montrait des animaux exotiques et des plantes exotiques qu'il fallait évidemment protéger, à la même idée de développer ça pour les humains, évidemment. Et pour les prématurés. Et donc on est dans une cage de verre, voilà, et avec un petit bassin d'eau chaude en dessous, et donc on se débrouille pour que le prématuré ait des conditions thermiques qui lui permettent de se développer et de survivre dans cette cage de verre-là. C'est en fait l'exacte métaphore et modèle de ce qu'on voudra faire en termes d'architecture au XXe siècle pour le logement, notamment le Corbusier. Je vous montrerai plus tard. Or, celle-ci qui est très amusante. Donc ça, c'est les premières couveuses dans Paris, à la maternité, je ne sais plus laquelle, et c'est pas écrit, désolé. Et là, par contre, on est dans des expositions d'incubateurs à bébés aux États-Unis, où en fait c'est un spectacle. Donc là, on est, vous voyez, en 1909, et où les gens payent leur ticket, rentrent et voient les petits bébés, vous voyez, sauvés, mis dans leur petite boîte de verre avec des faux palmiers derrière. Et finalement, là, c'est marrant parce que Koulas a écrit sur Coney Island, etc., et sur toutes les, vous voyez, sur la façon dont l'architecture de ces Luna Park, etc., avait été au fond un modèle pour l'architecture moderne pour le XXe siècle. Ben voilà, entre les bâtiments qu'il décrivait, il y avait aussi ce genre de bâtiments qui du coup permettaient de financer les objets par le spectacle. Voilà, donc après avoir acclimaté des ananas et des plantes tropicales, on s'est auto-acclimaté. Voilà. Une image, alors là, je pense que vous reconnaissez tous, c'est un bâtiment qui n'existe plus, mais qui était le Crystal Palace à Londres, en 1851,
qui était cette idée de faire une immense serre géante, au fond, dans laquelle on allait pouvoir montrer toutes les productions humaines du moment, puisque c'était à l'exposition universelle de Londres en 1851. Et donc avec cette idée de pouvoir être dans un milieu clos et protégé. Alors je vous lis la petite phrase qui est en bas, qui était le programme que Joseph Paxton, donc architecte fabricant de serres, avait le petit programme qu'il avait décrit à l'appui de son projet. Nous y créerons le climat de l'Italie du Sud, où les masses pourront monter à cheval, se promener ou encore se reposer sous les feuillages d'arbres exotiques et y contempler les œuvres de la nature et de l'art, sans être tourmentés par les vents d'ouest ou des bourrasques de neige. Voilà, donc c'est très explicitement dans le programme, c'est cette idée d'un climat préservé et toujours égal, et dans laquelle finalement la société va pouvoir se regrouper. Alors on arrive même à enfermer plusieurs arbres de Hyde Park dedans, parce que c'est installé à Hyde Park. Et donc c'est quelque chose qui est une révélation, parce que l'Europe, ce qu'elle a de riche et cultivé ou industrieux, se presse à Londres à ce moment-là. Et pour les gens qui rentrent dans cette espèce d'immenses bâtiments de verre dont on ne voit pas la fin, et où on est préservé finalement de tous les écarts de climat extérieur, c'est quelque chose qui est complètement qui fascine absolument tout le monde, et qui va être repris et derrière par des gens aussi bien Fourier que Lénine, etc., sur la capacité finalement de créer un milieu égalitaire, par cette architecture close et transparente. Quelqu'un qui va s'en inspirer, évidemment, c'est Jean-Baptiste Gaudin, quand il fait son familistère de Guise, et où finalement, vous voyez, il va avoir les ouvriers de sa fabrique de poêles, non par hasard, qui ont leur logement et qui donnent, vous voyez, sur ces immenses cours, ils font leur fête, et voilà, qui permet d'isoler toutes les coursives, la distribution et la vie collective du vent, de la pluie et en partie du froid. Voilà, et où on imagine une vie collective quasi utopique, où ça allait jusque, a priori, on était dans un monde où même les barrières individuelles et du couple étaient stoppées, une vie collective, y compris sexuelle. Voilà, bref, ça n'est jamais allé jusque-là, mais c'est comme ça que c'était imaginé. C'est-à-dire que la société regroupée sous sa cage de verre. C'est un modèle qui va traverser tout le logement social. C'est-à-dire que si vous prenez les premiers logements sociaux parisiens, la cité Napoléon, la coursive à l'intérieur, donc sous Napoléon III, la distribution des logements se fait sous une verrière. Et là, je vous montre un bâtiment qui est construit un siècle plus tard, en 1986, en Seine-Saint-Denis, par un architecte qui s'appelle Padrón Lopez. Voilà, bâtiment qui a été rasé depuis par l'ANRU, parce que il y avait des pauvres dedans, donc c'est plus simple de raser et de les chasser que de se poser les questions de la réhabilitation de tout ça. Et donc, qui était conçu avec l'idée d'un séjour urbain, voilà, qui était exactement la même chose. Vous voyez, ce séjour urbain, une grande verrière qui permettait de réguler en partie le climat. Et dernière image que vous connaissez tous, bon là, c'est pas du verre, c'est un matériau de synthèse, mais c'est Buckminster Fuller, qui était la biosphère de Montréal, donc qui était le pavillon américain de l'Expo de 67, voilà, qui a brûlé depuis, mais qui était complètement cette idée de vivre sous cloche. Et au fond, là, voilà, ce que je viens de vous montrer, c'est tout cet idéal, cette utopie presque, là, le mot peut être employé, de l'isolation de la vie collective à travers les moyens architecturaux. Et tout ça, vraiment, au fond, c'est ce qui a nourri la pensée architecturale et urbaine moderne. Maintenant, si on revient plus près à des choses plus pragmatiques et plus à l'échelle du bâtiment en lui-même, l'isolation, je le disais,
c'est un concept qui naît avec le verre, hein, d'abord dans sa capacité d'isolation électrique, hein, parce que les premiers isolateurs sont en verre. Hein. C'est le moment où on se met à être capable d'industrialiser du verre, à produire en grande quantité. Et donc là, je vous montre toujours les mêmes années. On est en 1738. Là, c'est très très chic puisque c'est une double fenêtre. Hein, c'est l'invention du double vitrage. Donc c'est dans le traité d'Avilaire, enrichi par Mariette, où il montre comment on peut faire au nord dans un château ou un hôtel particulier en ayant une double fenêtre. Alors bon, il fallait avoir les moyens de se la payer, mais très clairement, c'est un peu contre-intuitif aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le verre c'est plutôt l'ennemi, puisqu'on nous dit que c'est là où il y a la déperdition thermique, mais l'isolation naît avec le verre. Et elle naît en même temps avec la capacité de s'abstraire du foyer ouvert. Et donc là, je vous montre une image qui est le poêle de Franklin. Donc Franklin, j'ai bien dit Benjamin Franklin, un des pères de la nation américaine. Donc ça s'appelle la Pennsylvania Fireplace, donc le poêle pennsylvanien, le poêle de Franklin, qui est inventé en 1744. Hein, voilà. Qui laisse libre de droit, il ne le brevette, il ne met pas de brevet dessus, de façon à ce que ça se diffuse. Et l'architecture moderne aux États-Unis se développe avec ça, puisqu'on a la capacité d'un coup de vivre dans une maison fermée, voilà, avec un foyer, vous voyez, fermé, où d'un coup, ça n'est plus seulement le rayonnement, mais aussi les mouvements convectifs qui vont permettre de chauffer la maison. Poêle potentiellement mobile, c'est-à-dire que c'est plus pris dans l'épaisseur du mur, hein, mais quelque chose qu'on peut éventuellement mettre à différents endroits. Et là, très clairement, c'est l'invention du confort moderne. Hein. Le verre, le chauffage par convection. Voilà, 1740, on est déjà chez nous. Et ça donne ça un peu plus tard. Là, on est plutôt en 1940, 1936, le premier brevet américain pour les premiers doubles vitrages isolants, le thermopane, vous voyez, où on vient coller deux vitrages et où on essaie de déshydrater l'air entre pour qu'il n'y ait pas de condensation. Et puis trouver un scellant en étain qui fait la périphérie pour que l'air n'y rentre pas. Donc l'invention du double vitrage. Et puis voilà, cette image-là, hein, qui fait un petit peu quand même écho à ce que, enfin j'espère, à ce que j'ai essayé de raconter avant, où là la personne est dehors et regarde dedans, mais on ne sait plus de quoi on parle. Et ça, c'est une publicité des années 50 pour ce fameux double vitrage, vous voyez, qui vous montre voilà, cette capacité à désormais à fermer complètement un bâtiment, à vivre sous cloche. Le Corbusier, toujours, là on est en 1932. C'est un peu comme Picasso, ou voilà, ce genre de personnes, c'est des gens qui, dans leur époque, sont des sortes de vampires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'y invente, quelque chose qui fait sens, ils sont là. Et donc évidemment, tous les premiers isolants sont passés par les mains de Le Corbusier. L'invention du double vitrage est passée par Le Corbusier. L'invention d'une architecture liée à ce qu'il appelait l'air exact, hein, donc à l'air conditionné ou à la double flux est passé par Le Corbusier. Il va tout tester, tout vampiriser. Et donc là, on est en 1932. Il travaille, on est à Genève. Son maître d'ouvrage, donc son client, est Edmond Vaner, qui est un industriel suisse, qui est un professionnel du métal. Il a une boîte de métal, donc c'est un très très bon métallier. Donc il va pouvoir fabriquer toutes ces menuiseries là, qui sont des menuiseries à quasi pont thermique, hein, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Donc c'est simplement des menuiseries où il y a une rupture de pont thermique dedans, où l'air froid en contact avec la menuiserie, on le sent pas forcément dedans. Et Edmond Vaner aussi, indépendamment d'être un métallier, donc ce qui fait que l'immeuble qu'il commande va être entièrement en ossature métallique et avec des menuiseries un peu révolutionnaires, parce qu'il y a du double vitrage dedans et des profilés à rupture. Edmond Vaner est aussi quelqu'un qui commercialise des isolants. Voilà, donc tous les premiers isolants de l'époque, donc il y a toute une l'amiante évidemment, mais les raclites, les systèmes de fibres les premières laines de verre, les systèmes ciment, laine de bois. Et donc Le Corbusier va tester
à l'immeuble Clarté, mais aussi au pavillon suisse à Paris et dans d'autres chantiers, toute la panoplie des isolants de l'époque. Avant ça, il faut savoir que Le Corbusier venait de Suisse alémanique, d'endroits où il fait vraiment très très froid, hein, la Chaux-de-Fonds, et d'endroits où par ailleurs les gens, les femmes travaillaient chez elles, puisque on faisait de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Et donc ils avaient trouvé une façon dans leurs ateliers, ou chez eux, de pouvoir travailler sans avoir trop froid, avec des systèmes de double fenêtre, hein. Donc Le Corbusier avait évidemment observé, ingéré, et des systèmes dans les maisons les plus chics où on venait mettre entre les deux vitrages, il y a deux épaisseurs de fenêtres, un tuyau, une canalisation reliée au système de chauffage central à eau chaude de la maison, ce qui fait qu'on chauffait entre les deux verres, ce qui fait que finalement le seul inconfort qu'on a quand on est près d'une fenêtre, qui est qu'on rayonne vers cette fenêtre, et que même si on chauffe la pièce, on a malgré tout un peu froid si on n'a pas de rideau devant, et bien là, ce système-là, qui est très dispendieux énergétiquement, mais bon, le problème n'était pas celui-là à l'époque, chauffe entre les deux verres. Et donc finalement, Le Corbusier utilise ce système qu'il a observé là pour faire un énorme pan de verre, hein, c'est-à-dire que c'est plus une fenêtre, c'est la façade entière, hein, qui devient comme ça, et il prétend à partir de 1928 avoir inventé, et il a inventé d'ailleurs, il prétend, mais il fait plus que prétendre, avoir inventé un système qui permettrait sous toute latitude, qu'il fasse froid ou chaud, sous n'importe quel tropique, d'avoir une architecture qui fonctionne et qui vous permette d'avoir une température égale à l'intérieur du logement. Donc là, on est en 1916, hein, la Villa Phoebe, et à Paris, avec à l'appui de son travail Saint-Gobain, et puis surtout un ingénieur, Gustave Lion, hein, qui est quelqu'un qui a inventé les premiers systèmes de ventilation des salles de musique. Parce qu'évidemment, la salle de musique, on n'ouvre pas la fenêtre quand on doit ventiler, mais il y a plein de gens dedans, donc on a vite trop chaud. Donc il faut arriver à avoir des systèmes artificiels. Donc Gustave Lion va s'inspirer de ce qu'il a vu aux États-Unis, où les premiers systèmes d'air conditionné ont été inventés. Et il va travailler du coup sur la ventilation des salles et au passage aussi sur l'acoustique, évidemment. Donc Gustave Lion est un des premiers, un des inventeurs de l'acoustique comme science. Et donc il va aider Le Corbusier à travailler à ce qu'il appelle le mur neutralisant, qui est cette idée, en fait, vous voyez, que vous allez avoir un bâtiment avec une double épaisseur de verre ou une double épaisseur de maçonnerie, avec de l'air qui va circuler dans cette épaisseur-là, donc dans la façade, froid ou chaud, c'est suivant les moments, et qui va vous permettre en fait d'être en permanence avec ce qu'il appelle l'air exact à l'intérieur, donc toujours la même température. Et donc il pense avoir inventé une architecture universelle. Hein, d'où, après, ce qu'on appelait l'architecture internationale moderne, en fait, prend source finalement dans cette pensée-là, hein, qui est explicite, hein, qui était décrite par Le Corbusier. Voilà, il déclare qu'il a ouvert l'ère des grands travaux, qu'on va pouvoir développer ça à travers le monde, et que désormais, l'homme chez lui n'aura plus trop chaud l'été et plus trop froid l'hiver. Il teste ça à l'Armée du Salut à Paris. Bon, c'est pas une très très bonne idée, puisque c'est l'Armée du Salut, c'est fait pour y recueillir des nécessiteux avec peu de moyens et des capacités techniques de l'époque qui, bon, évidemment, ne sont pas du tout à la hauteur de ce que lui envisage, qui est en gros ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, si vous regardez comment on construit aujourd'hui, c'est à peu près ça. C'est un massacre. Hein. À l'Armée du Salut, ça ne marche pas du tout. Surchauffe, grand froid, etc. Mais il n'empêche que là, il invente quelque chose dont on n'est pas sorti. Et ce qui est chose amusante ou pathétique, c'est qu'on pense sauver le monde et régler les questions de transition, comme on dit, toujours à travers ça, c'est-à-dire à travers la ventilation double flux, la fermeture sur l'environnement extérieur et la surisolation. C'est-à-dire qu'on pense régler nos problèmes finalement avec cette utopie-là qui est plutôt celle qui nous a conduits dans le mur, hein, d'une certaine façon, ou qui est en tout cas toute la tragédie de la modernité et qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui.
Alors, à sa décharge, Le Corbusier voilà, y assistait vraiment de tout ce que l'époque a de grands penseurs. Et donc Gustave Lion fait mettre en place cette chambre d'essai, vous voyez, où on a ici son fameux, on a deux fenêtres, hein, avec l'air qui passe entre, une chambre chaude, une chambre froide, et puis on mesure comment ça se comporte, et puis on garantit que ça va se passer très bien. Voilà, alors c'est des choses qui existent en partie. Là, je vous montre un cavity wall anglais, c'est-à-dire qu'on trouve la même chose en Belgique, où on a des doubles murs avec de l'air qui circule entre les deux, avec des mouvements convectifs, et où c'est l'air qui vient isoler. Bon, de toute façon, vous verrez quand on va commencer à parler vraiment des vrais isolants, que c'est toujours l'air qui isole, c'est pas le matériau. C'est l'air contenu dans le matériau qui isole. Donc, traditionnellement, vous voyez, les Anglais construisent avec un double mur, avec de la terre cuite, un matériau relativement isolant par ailleurs, et un matelas d'air entre les deux. Mais là, c'est un système passif d'isolation. Il n'y a pas des moteurs et des pompes pour faire circuler l'air dans les murs. Même chose, là, c'est un ingénieur belge qui invente, alors j'aime beaucoup le terme, il appelle ça ces blocs Atherman à vide chromatique. Vous voyez, rien que ça, qui sont supposés faire une aération différentielle. C'est-à-dire que, donc Atherman, ça veut dire isolant dans le vocabulaire de l'époque. Et vide chromatique, c'est qu'en fait, les vides sont de taille décroissante, ce qui fait qu'en fait, il arrive à faire qu'il n'y ait pas de condensation là. Il va faire très froid d'un côté et plus chaud de l'autre. Et grâce à la gradation, vous voyez, des vides, on va éviter, nous dit-il, le point de rosée, c'est-à-dire la condensation à l'intérieur dans le mur. Donc c'est toujours cette idée d'isoler par l'air, avec toujours un système passif, mais vous voyez là qui commence à être très, très, très intéressant, voilà, qui est un système qui a été pas mal développé par Knappen, Achille Knappen, donc, notamment dans des casernes militaires en Belgique ou des programmes collectifs. Voilà, j'ai parlé de Le Corbusier, il faut forcément parler de Auguste Perret quand même pour rendre justice à son père spirituel. Là, on est sur un bâtiment de Perret à Paris, l'immeuble Maurice Lange, donc en 1930, à peu près les mêmes années que ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que tout à l'heure on était en 28 puis 32, et où on a Perret qui nous fait, vous voyez, alors côté intérieur, côté extérieur. Donc je vais partir de l'extérieur, on a de la pierre, on a de la brique, on a un vide d'air, un carreau de plâtre, un vide d'air, un carreau de plâtre et de l'enduit. Donc il est inutile de vous dire que cette paroi est relativement isolante. Et là, on a pareil, un vrai double vitrage, vous voyez, avec une glace épaisse, un vide d'air et un verre double, c'est-à-dire en gros une vitre un tout petit peu plus épaisse que d'habitude. Et une tapée en pierre ici et la tapée en bois qui fait qu'on essaie d'éviter les ponts thermiques dedans. Donc un bâtiment qui se comporte explicitement avec la volonté d'isoler par les parois. Au passage, c'est le premier bâtiment d'habitation chauffé avec des convecteurs électriques. Forcément, il pouvait se le permettre, puisqu'effectivement, avec une paroi relativement isolante. Vous voyez, donc Perret et Corbu, c'est pas que le béton, voilà, c'est pas que la bataille sur la fenêtre en bande ou la fenêtre verticale ou sur le pilotis ou sur le toit terrasse, c'est aussi et non par hasard, les premières réflexions un peu riches qui nous amènent là où on en est aujourd'hui sur la façon de faire de la paroi quelque chose qui n'est pas simplement qu'une clôture plus ou moins belle et plus ou moins pleine, mais quelque chose qui est actif. Au moment où on commence à prendre conscience de tout ça, dans les années 30, il y a un peu un scientisme, et il y a un mot qui est très à la mode, qui est le mot atmosphère. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis Hôtel du Nord avec Arletty, donc atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est dans un contexte un peu particulier qu'elle dit ça, et c'est le moment où effectivement les revues d'architecture sont pleines de ces publicités-là, où d'un coup, on ne se suffit plus de bâtiments très vitrés, qui est au fond ce à quoi on a couru pendant toute la fin du 19e siècle, mais où on considère qu'il faut que le bâtiment tout vitré, effectivement, il joue avec l'effet de serre, il permet de se couper des courants d'air, mais qu'on a quand même bien froid l'hiver et bien chaud l'été, contrairement à ce qu'on imaginait. Et donc,
on commence à vouloir mettre en place des systèmes de menuiserie un peu plus sophistiqués, donc, dont je vous ai montré des prototypes. Et par ailleurs, on commence à se dire qu'il faut aussi traiter les parois. Hein, donc soit par des systèmes où on isole par l'air, soit avec les premiers isolants. Alors là, elle est pas mal celle-là. On est en 1930, vous voyez, petite et moderne, sans maison moderne, isoterne, les gens sains dans une maison saine. Bon, l'univers n'est pas tout à fait l'imaginaire le même qu'aujourd'hui, mais globalement, c'est à peu près ce qu'on nous vend aujourd'hui aussi. Et donc les premiers isolants, donc là on est sur des maisons construites pour Vanner, hein, d'ailleurs avec les procédés de Vanner, mais pas par Corbu. Il aurait bien aimé, mais là c'est d'autres architectes qui ont eu la commande finalement. Et où là, vous voyez, on est avec des parois de solomite. Donc en gros, c'est de la fibre de bois et paille, hein, donc des murs un peu épais, sur lequel on vient après projeter un enduit. Donc c'est des parois qui sont intrinsèquement légères et isolantes. Pourquoi isolantes? Parce qu'en fermant beaucoup d'air, hein, dans plein de petites cavités. Et en gros, un matériau, plus il va avoir des cavités en grand nombre, et plus en fermant de l'air au maximum, plus il va être isolant, type la pierre ponce, vous voyez, hein. Donc en gros, on va au départ travailler avec des systèmes avec des sources minérales, géosourcées ou végétales, et puis progressivement, la chimie va s'en mêler et des systèmes artificiels vont permettre d'enfermer de l'air. Mais voilà, les premiers procédés, vous voyez, sont des procédés qui font appel au fond à des choses qui existaient dans l'architecture rurale, hein, à travers la terre, la paille, etc. Les algues aussi, le varech, le roseau, hein, qui enferme de l'air. Qui assez vite vont laisser la place à l'industrie. Le béton cellulaire, voilà, hein, qui est une façon d'enfermer dans une paroi plein de petites alvéoles d'air. Donc on a quelque chose qui est à la fois très léger, donc c'est comme ça qu'on le vend, très résistant et très isolant. Donc là c'est écrit le matériau système le plus isolant, le plus rationnel, le plus scientifique et le plus économique. Vous voyez, donc on est vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, même rationnel, ça renvoie, et scientifique à cette histoire d'atmosphère, et économique parce que entre deux guerres, malgré tout, les questions économiques sont loin d'être étrangères, et isolant parce qu'effectivement, là, très clairement, à partir des années 20, le mot isolant, il est maintenant utilisé pour l'architecture et pour les matériaux et pas simplement pour l'électricité. Vous voyez, et puis ont disparu les autres termes type Atterman, etc. On parle désormais d'isolation comme aujourd'hui. Alors, on va faire appel à des techniques qu'on connaissait, hein, comme je vous disais, les techniques d'origine végétale ou minérale. Parmi les techniques minérales, il y a le fil de verre, qui est là aussi quelque chose qui est connu depuis les Romains. Ça, c'est une sculpture qui se trouve aux Arts et Métiers à Paris, qui est entièrement en verre filé, vous savez, comme des sucres d'orge. Donc c'est ce qui fait les fameux matelas de laine de verre, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Donc les Romains connaissaient déjà. Et donc voilà, ce lion est entièrement fait en verre filé. Et donc ça, c'est fabriqué en 1850 par René Lambourg. Et puis effectivement, entre deux guerres, les verriers, qui voient quand même un marché leur échapper, parce qu'ils ont vendu leur verre... qui était le matériau de l'architecture moderne, et d'un coup, on leur dit attention, il y a aussi tout ce qui est plein, il faut avoir le même type de réflexion. Qu'à cela ne tienne, ils vont utiliser le verre, la fibre de verre, pour aussi traiter le reste de la paroi. Et donc là, on a vraiment la naissance de monstres comme Saint-Gobain, qui était une manufacture royale, une verrerie royale à la base, mais qui devient le monstre du BTP qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils maîtrisent finalement tous les matériaux de l'architecture moderne. Donc là, on est dans une pub des années 50, voilà, Isover Saint-Gobain, et l'autre grande verrerie Boussois. La laine de roche, hein, où on va brûler en fait à très très haute température des résidus de roche, et pareil les filets. Donc là, on est en 1950. Et puis, à partir du moment où effectivement on sait de façon économique fabriquer ces matelas isolants, on va quand même commencer à prendre goût au confort. Donc vous voyez, là on est en 1947. C'est Félix Dumas qui fait cette enquête-là pour l'Institut, ce qui va devenir l'Institut national d'études démographiques, qui ne l'est pas encore au moment où il fait l'enquête.
À l'époque, c'est la fondation Carrel, du nom d'Alexis Carrel, l'affreux eugéniste lyonnais, prix Nobel de médecine. Bref, il fait cette étude, et c'est une étude par sondage à l'américaine sur les désirs des Français en matière d'habitation urbaine. Et donc voilà ce dont rêvent les gens au choix. Donc vous voyez, ça laisse un peu songeur, parce qu'en gros, moi, c'est la génération de mon grand-père. 12 degrés dans la chambre. Et alors là, ça serait super si on avait 18 à l'endroit où on travaille et où on se lave, ou 15 degrés partout. Voilà. Il y a 2 générations, hein, en gros. Et réserve de résumer la chose, voilà, hier et aujourd'hui. Où effectivement, vous voyez, le gars, il est comme Voltaire, avec un truc sur la tête, il est couvert. Quand on fait une chose, on fait plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'une paroi n'est pas simplement une paroi technique destinée à isoler, mais elle régule la vapeur d'eau, le rayonnement, l'isolation, le poêle sert tout autant à cuisiner qu'à chauffer. Et aujourd'hui, voilà le moment de l'hyperspécialisation, mais où par contre, on peut effectivement être nu chez soi. Vous voyez, avec des moyens dits très polluants. Donc là, on est en 1973, quand il dessine ça. Et l'autre grande révolution, parce que si on voulait s'arrêter à la question du concept de l'isolation, et de l'architecture comme milieu clos, et donc l'architecture moderne comme dérivant de l'isolation, on peut s'arrêter là. À partir de 50, il y a autre chose qui arrive. Il y a aussi quelque chose qu'on paye aujourd'hui, et dont on ne parle pas assez, qui est le plastique, qu'on a réussi à se plastifier quand même jusqu'au cœur de nos organismes et jusqu'au moindre organisme vivant, y compris au pôle Nord. Qui est vraiment un problème à peu près aussi grave que celui du dérèglement climatique et de la montée des eaux. Donc le plastique. Donc le plastique, il est inventé par les chimistes à partir de la fin du 19e, début du 20e, on va dire, dans toutes ces versions synthétiques. En grande partie par les chimistes allemands, qui étaient au 19e la chimie la plus puissante du monde, et encore au début du 20e, par pas mal de grosses boîtes qui malheureusement vont être tristement célèbres après, parce que c'est Bayer, BASF qui vont devenir IG Farben, le conglomérat allemand, qui a tant aidé à la solution finale, au gaz Zyklon, etc. Et donc, en gros, c'est en grande partie des recherches qui vont être celles au départ du 19e siècle sur les colorants artificiels, sur les engrais artificiels, et puis aussi tout ce qui va être développé pour la guerre, évidemment, avec Nobel et sa dynamite, le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, qui donnera le polyuréthane. En gros, c'est la même chose quand le polyuréthane crame. Et donc voilà, la chimie s'en donne à cœur joie, et évidemment la chimie peut servir à faire la guerre. Elle a aussi des applications civiles. Et puis entre deux guerres, il faut quand même bien continuer à faire tourner le commerce. Donc finalement, ce qui est inventé pendant les guerres, ou les isolants très légers qui sont inventés pour l'aviation, évidemment, vont pouvoir être après développés dans l'architecture civile. Les verres qui vont être inventés pour les véhicules, les plastiques type le polycarbonate qui vont être inventés, ou le plexiglas pour les cockpits d'avion, vont être développés après dans l'architecture civile. Et donc on a un certain nombre d'isolants synthétiques, voilà, donc extrêmement légers, enfermant autant d'air qu'on veut dans des alvéoles aussi petites qu'on veut, donc des isolants extrêmement performants, comme on dit aujourd'hui, qui vont être développés donc par la chimie allemande, américaine aussi, dans l'entre-deux-guerres. Les Anglais et les Américains vont, quand IG Farben va être démantelé, avoir la main mise sur ces technologies-là pendant une dizaine d'années. Et puis le miracle du relèvement de
l'économie et l'industrie allemande dans les années 50-60 va faire que les Allemands vont aussi revenir sur le devant de la scène avec notamment leurs procédés d'isolation par l'extérieur, qui sont ceux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont développés initialement par des industriels allemands. Parmi les entreprises qui vont révolutionner l'enveloppe du bâtiment à l'époque, il y en a une, le nom commence à être un peu oublié, puisqu'ils ont changé de nom, mais Monsanto, l'entreprise la plus haïe de la planète, qui, vous voyez, fait une joint venture avec Boussois, donc l'ex-verrier historique, pour exporter et vendre du polystyrène en Europe. Donc voilà, vous avez un architecte heureux là, qui peut utiliser du polystyrène. On est en 1956. Monsanto, voilà, a réglé notre problème. La maison de Monsanto à Disneyland, la maison du futur, donc là on est en 57 par les architectes Goody et Hamilton. Donc elle a été construite, et donc c'était la maison du futur, donc toute plastifiée, menuiserie en PVC, sol en vinyle, poignée en vinyle, four à micro-ondes. Donc en gros le bâtiment des années 80-90 ou d'aujourd'hui, bon, là, on a perdu la forme. Au moins, là, on avait l'esthétique de l'époque. Mais la maison du futur, et effectivement, la maison du futur de Monsanto à Disneyland est réellement celle dans laquelle on vit aujourd'hui, ou celle dont on nous dit qu'elle va, si elle est poussée au bout de son perfectionnement, sauver la planète. Petit problème quand même, c'est que le polystyrène est un matériau extrêmement dangereux. Donc une des premières grandes catastrophes industrielles, on est en 1947, là, à Texas City, et où on a un bateau français transportant des engrais qui explose, un peu là comme à Beyrouth, mais sauf qu'on a les usines de Monsanto de polymères à côté, réaction en chaîne. Et donc on a, suivant les estimations, entre 1500 morts reconnus et 3000 morts à Texas City, il y a ces explosions, à ces incendies successifs, parce que le polystyrène brûle à très très haute température, ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, quand un bâtiment brûle, en général, de quoi on meurt, ce sont des gaz, des isolants, ou de la combustion de nos fenêtres en PVC, ou plus que du feu lui-même. Ça va donner malgré tout des idées aux militaires américains qui vont confier je pense que c'est à Dow Chemical, la fabrication du napalm B. Donc le napalm B, qui est celui qu'on va... Alors le napalm tout court, ça n'a rien à voir, mais le napalm B, qui a gardé le nom du napalm, qui est celui qu'on va balancer sur les Viet Cong pendant quelques années. C'est un matériau qui est fait à 50% de polystyrène, 25% de benzène, 25% d'essence, et qui a la particularité de brûler à 850 degrés pendant 15 minutes quand on vous en balance un baril sur la figure. Voilà. Donc les grands industriels de l'isolation américains vont produire des quantités astronomiques de napalm, qui vont être napalm B, qui vont être déversés au Vietnam, jusqu'à ce que, effectivement, dans le contexte des premières rébellions étudiantes, universitaires, etc., il y a une pression finalement des opinions publiques telles qu'ils arrêtent et qu'ils laissent les militaires se débrouiller pour produire leur napalm. C'est le même moment où le polystyrène gagne tout, en fait. C'est-à-dire que les cales des bateaux, dès qu'on pêche un poisson, on le congèle, on le met dans son truc de polystyrène qui est léger, qui aide à la flottaison. On le transporte comme ça, paf, il passe dans le camion. Et il arrive jusque chez le distributeur et chez le commerçant dans son emballage en polystyrène léger et isolant. C'est très facile à fabriquer. Donc on vend les granulés et puis après on peut, y compris en Afrique, y compris en Amérique latine, avoir des petites unités qui vont fabriquer les emballages et faire qu'on va pouvoir exporter et conserver les aliments. Et donc là, on est en 1960 et le polystyrène a d'ores et déjà gagné l'ensemble de nos objets du quotidien, a révolutionné les transports aussi et l'architecture au passage. Et donc l'emballage
en polystyrène, c'est en gros le modèle du bâtiment qu'on aimerait commencer à produire et qu'on va produire bientôt à partir du choc pétrolier de 73, quand il va s'agir vraiment désormais qu'on n'a plus le choix, que les réglementations thermiques nous demandent d'isoler les bâtiments. Je suis toujours avec Charlie Hebdo. Faites l'amour sur du Formica, un coup d'éponge et c'est propre. C'est évidemment une fausse publicité, comme ils en faisaient dans Harakiri et dans Charlie. Pourquoi cette image? Bon, indépendamment que c'est drôle. Le Formica, c'est un des premiers isolants synthétiques. Et c'est celui par lequel, en fait, toute la stratégie, au fond, qui va être celle des matériaux de synthèse au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, est un peu contenue, peut se résumer. Puisqu'au départ, Formica, il sert à remplacer le mica. Le mica qui a été utilisé comme isolant électrique. Après ça, on en fait des parements qui vont remplacer le bois, et puis après des mobiliers, et puis après ça devient des parois architecturales, etc. Et donc finalement, cette espèce de stratégie du Bernard l'Ermite, où le matériau de synthèse va tout remplacer. Voilà. À côté, c'est un peu plus polissé, mais ça dit la même chose. BSN passe le mur du verre. C'est le moment où BSN, donc Boussois, c'est-à-dire cet industriel-là, un verrier historique, qui à l'époque fabriquait encore beaucoup de verre. Là, on est en 75, pour les bouteilles de lait, etc., va faire la révolution du contenant en contenu. C'est-à-dire qu'il vendait les emballages, et d'un coup, il se dit, en fait, j'ai le contrôle sur ce qu'il y a dedans. Et donc, ça va devenir le groupe BSN et le groupe le plus Danone, etc., le plus gros groupe alimentaire, partant initialement de l'emballage. Donc, en verre ici, mais évidemment beaucoup en plastique, puisqu'il maîtrisait le polystyrène et les plastiques pour les bouteilles d'eau, etc. Et donc, en gros, c'est l'OPA du contenant sur le contenu. Voilà, c'est un peu exactement ce que moque Charlie ici. Et c'est encore ce que nous vend aujourd'hui. Si vous regardez les pubs de Saint-Gobain aujourd'hui, Saint-Gobain se prétend le leader national, ou international d'ailleurs, parce que c'est de l'habitat. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il maîtrise la paroi, et il vous dit non, c'est l'habitat, c'est votre vie, c'est votre domicile. Je suis le leader national de l'habitat. C'est vraiment cette OPA du contenant sur le contenu. Et finalement, cette inversion totale des fins et des moyens, dont on ne s'est pas encore sorti. Alors, 73, le choc pétrolier. Donc, ça, c'est le moment où effectivement, il a donné un coup de pouce énorme à toutes ces technologies-là, d'isolation, de chauffage électrique. Dans un premier temps, en tout cas en France. Voilà. Pourquoi électrique en France? Parce que c'est le moment où on lance tout notre programme de nucléaire. On a lancé le programme du nucléaire civil dès les années 50. Et ce qui va bien avec, il faut l'utiliser, c'est l'électricité, c'est le chauffage. Et ce qui va bien avec le chauffage électrique, c'est l'isolation intérieure, et en particulier une isolation intérieure qui a peu d'inertie, donc qui est légère, qui fait qu'on va mettre en chauffe très très rapidement, sans que la paroi stocke la chaleur. Donc l'exact inverse au fond du bâtiment traditionnel que je vous montrais tout à l'heure. Donc en gros, si vous voulez arriver, mettons que vous ayez une résidence secondaire en montagne, vous arrivez, il fait -20 dehors, vous venez débarquer pour un week-end, tac, vous mettez en chauffe votre chauffage électrique, 1 heure après, il fait 18, 20, pas de problème, parce que c'est isolé par l'intérieur avec un isolant léger. Et donc en gros, c'est ce que la France va promouvoir comme système, y compris dans l'habitat social, etc., dans les années 70, 80, 90. Et peut-être qu'on va y revenir encore d'ailleurs. Donc Rézère toujours là. En 80, la l'électricité a mal vieilli. Voilà, dénonçant tout ça. La gueule ouverte, le premier magazine, la première revue d'écologie politique, donc créée par Charlie et Harakiri, et où on a on les trouve assez facilement, soit sur le net, soit à la brocante.
Et c'est assez étonnant, en fait, hein, les articles qu'il y a dedans, la lucidité, la précision, justement, technique et scientifique sur toutes les questions d'isolation. Et des gens qui disent peut-être qu'on pourrait promouvoir un autre modèle qui, en fait, disent qu'on va peut-être essayer d'adapter ou changer les modes de vie et revenir à un art de vivre qui prenne en compte le climat plutôt que des réponses techniques qui en fait s'enchaînent les unes les autres et où on demande aux industriels au fur et à mesure de trouver les réponses aux problèmes qu'ils ont créés. Et donc là toujours des dessins de Reiser. Donc Reiser à l'époque est indépendamment d'être un dessinateur humoristique et satirique, est sans doute un des plus grands partisans et diffuseurs de l'énergie solaire en France dans les années 70, à travers ses chroniques de l'énergie solaire, bon, qui sont toujours des trucs un peu terribles, mais bon, souvent drôles. Et avec cette idée, voilà, que vous voyez là, il peint des bagnoles en noir, il met des cailloux dedans, et puis ça chauffe. On relie la maison avec un tuyau isolé avec des vieux chiffons huilés, et puis ça chauffe la maison. Donc ce qu'il appelle ces bricolages ignobles. Voilà, où il dit le soleil c'est gratuit, on a des moyens passifs de se passer du pétrole ou de l'électricité nucléaire. Et s'il fait froid, de toute façon, on va pas travailler, on reste dedans, on est très bien comme ça. Donc c'est tous une espèce de mode de vie un peu hippie. Alors, Reiser n'était pas un hippie, mais en gros, ça résonne beaucoup. Et donc les années 70 qui sont aussi des grandes années hippies. Et donc si vous prenez le catalogue des ressources, le fameux Whole Earth Catalogue américain, donc qui sur plusieurs tomes va développer comment être autonome pour se nourrir, comment être autonome pour tisser, s'habiller, comment être autonome pour se soigner. Il y a on parle un peu d'architecture dedans, même beaucoup, mais on parle quasiment uniquement, on ne parle jamais d'isolation en fait. On parle de matériaux récupérés, de matériaux biosourcés, on va parler de tissus, on va parler d'énergie solaire gratuite, mais quasiment jamais d'isolation. Il y a une seule page consacrée à l'isolation dedans, où en fait il photocopie une plaquette de Saint-Gobain sur l'épaisseur d'isolation rentable, c'est-à-dire le rapport entre ce que vous pouvez dépenser en énergie et dépenser en isolant pour que ce soit raisonnable. Mais la seule page consacrée à l'isolation, c'est celle-là. Et puis par contre, vous en avez des dizaines consacrées à comment revenir à des modes traditionnels aller occuper des fermes ou construire des bâtiments en bois, des yourtes, que sais-je. Et donc, voilà, on a au Nouveau-Mexique un certain nombre d'acteurs américains, d'ingénieurs, architectes et autres américains qui construisent des dômes. Donc, vous savez, qui sont des formes qui sont très efficaces d'un point de vue thermique, puisqu'il n'y a pas d'angle perdu, tout rayonne bien, qui au départ les construisent en polyuréthane, c'est la mousse miracle, et puis au bout d'1 ou 2 ans se rendent compte que c'est gravissime, que ça brûle, que ça tue quand ça brûle, que ça pue, que ça pollue, et que le bienfait de cette mousse facile à utiliser est inversement proportionnel aux dommages qu'elle crée sur la planète. Et donc Lloyd Kahn, qui était vraiment une sorte de gourou de l'architecture hippie, qui a été l'inventeur des dômes, zones et autres formes là, qui ont donné pas mal de villages hippies pendant quelques années, à un moment donné fait son autocritique et publie un texte, auto-publie un texte qui s'appelle Smart but not wise, intelligent mais pas sage. Et il dit finalement, vous voyez, là, il revient à un modèle qui est un modèle traditionnel avec la fumée qui sort au centre et un art de vivre qui passe par le samovar, vous voyez, par le brasero, par le lit fermé, par le vêtement, par le fait de se réunir ensemble, etc., etc. Là, on est dans les environs de Grenoble, dans le Nord-Isère, en 79, où on a des étudiants en architecture. A priori, il y a Hubert Guillot, là, un des enseignants de l'école, aujourd'hui à la retraite, vous voyez, en train de reconstruire en terre, et en disant, voilà, bon, la terre, ça isole un peu, pas très bien, mais par contre, ça laisse passer la vapeur d'eau, donc il n'y a pas de problématique après de ventilation. Ça stocke, par contre, il y a beaucoup d'inertie, ça stocke
ça stocke la chaleur et ça la restitue. Donc voilà, en gros, c'est ça qu'il faudrait faire. Fin de la récré, principalement en 81, en fait, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui tue un peu dans l'œuf l'écologie politique. Même chose dans les mêmes années, à quelques années près, en Grande-Bretagne avec Thatcher et aux États-Unis avec Reagan, qui va enlever les panneaux solaires que Carter avait posés sur les toits de la Maison-Blanche. Et puis voilà, maintenant c'est l'écologie en gants blancs et on va se mettre à dire pour vous ce qu'il faut faire. Et en l'occurrence, suivre la réglementation thermique 73 puis 80, je ne sais plus combien, et utiliser surtout des produits Saint-Gobain et l'énergie d'EDF centralisée nucléaire. Voilà, des campagnes de pub, bon, celle-là qui résonne assez avec ce qu'on essaye de nous vendre depuis quelques mois, Chassons les gaspilles de chez nous, avec ce petit personnage là qui est un gaspi, voilà, qui a été inventé. Ça n'a pas fait Flores, hein. Et puis même, vous voyez, on convoque Yves Lecoq qui crée une chanson qui n'a pas été un grand tube. Mais voilà, des grands moments de communication et de reprise en main, au fond, des lendemains radieux par l'État. Et c'est le moment, vous voyez, où les réglementations thermiques, c'est assez étonnant. Là, en gros, voilà ce que consomme un bâtiment en kilowattheure par mètre carré pendant très 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 longtemps, environ 200. Paf, on arrive après la guerre, donc avec les procédés industriels et l'allègement de l'architecture, les consommations doublent. On arrive au choc pétrolier, première réglementation thermique. Tac, 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 ça redescend. Et on arrive à peu près aux années 90-2000, avec tout ça, à avoir égalé, enfin, là où on en était avant les années 50. C'est le moment, les années 2000, où la RT, 2005, RT c'est pour réglementation thermique, commence à envisager à la fois maintenant d'aller beaucoup plus loin pour le bâti moderne, et aussi à prendre en compte le bâti ancien. Voilà, en disant que maintenant, en gros, le bâti ancien n'est pas plus performant. C'est pas dit comme ça, hein, parce que le bâti ancien a toujours été une passoire thermique, c'est connu. Mais où d'un coup, on va le faire rentrer dans les mêmes, voilà, dans les mêmes logiques. Donc, le béton avec l'isolation par l'extérieur, vous voyez, effectivement, il a un peu plus d'inertie que, un peu plus de résistance thermique que tout ce qui existait jusqu'auparavant. Et quant à l'inertie, il en a quand même moins que la pierre. Hein, donc en termes de confort, ouais, il isole, il permet de chauffer sans trop dépenser. En termes de confort d'été, il n'est pas mieux qu'un bâtiment des années 30, vous voyez, qu'un HBM des années 30. Donc, mais en sachant que là, on s'achemine quand même vers 4 degrés de plus d'ici quelques décennies. Et puis, en confort d'été, il est effectivement aujourd'hui, béton, isolation par l'extérieur, un peu meilleur que tout ce qu'on a fait dans les décennies récentes. Voilà, alors je vais passer vite, je ne sais pas l'heure qu'il est. Est-ce que j'ai dérapé? Non, pas encore. Donc je vais très vite. Ouais, voilà. Alors, isolation par l'extérieur, c'est un peu cruel, hein, mais c'est un chantier passant dans la rue à Grenoble en 2012. On peut se douter que sur le papier ça marche, que dans la pratique ça ne marchera pas aussi bien que ce qu'on vous a décrit, vous voyez, quand on voit la mise en œuvre erratique. Si par ailleurs on prend en compte le vieillissement de tout ça, effectivement sur le papier ça va faire ça, dans la pratique ça va marcher 10 ans et ce sera obsolète. Donc en gros on va faire rentrer l'architecture, et ben là vous avez du béton et la laine de roche. Sur le papier ça marche, sur le papier vous êtes dans la transition énergétique, dans la pratique vous êtes en train de faire rentrer la ville et l'architecture dans exactement ce qui est en train de condamner le monde, à savoir l'obsolescence programmée. On fait rentrer l'architecture qui était au fond l'art du temps long et de la permanence, hein, avec des bâtiments présents et transformables depuis des siècles, dans des bâtiments qui vont devoir être démolis, reconfigurés tous les 10 ou 20 ans. Donc si c'est comme ça qu'on sauve le monde, moi j'ai un doute personnellement. Avec des... Bon,
des choses très étranges. Alors là, c'est Grenfell Tower à Londres, donc une tour brutaliste, comme on dit, des années 70. Bon, elle est comme elle se tient, elle a quand même sa dignité. Paf, la voilà rencontrant la transition énergétique, donc isolée par l'extérieur et habillée, vous voyez, en aluminium, isolée avec du polyester, donc le plastique le plus basique. Vraiment le sol qui n'est vraiment absolument pas recyclable, mais pas du tout. On a fait des essais sur tous les autres, mais celui-là, c'est vraiment celui où on n'y arrive pas et on a peu d'espoir d'y arriver. Celui qu'on produit le plus, évidemment. Donc là, ça, c'est le chantier 2016-2017. À peine en place. Donc une des pires catastrophes, parce qu'il y a 120 morts reconnus, pour ce qu'on en sait, parce que ça a brûlé de telle façon que de toute façon, on peut se contenter de compter les absents présents, mais s'il y avait des présents inconnus, voilà. Et donc une revue d'architecture, la DA à l'époque, août 2007, titrant Désolation par l'extérieur. Alors ça a fait évoluer les règles incendie depuis. On nous a promis en France que nous, on était moins permissifs que les Anglais, que ça se passait mieux chez nous. Effectivement, on n'a pas encore eu d'incendie de ce type. Cela dit, quand vous avez des feux de poubelle contre des bâtiments isolés par l'extérieur, c'est toujours impressionnant la rapidité avec laquelle le feu prend. Voilà, et c'est pour dire à la fois la dangerosité relative de tout ça, et puis par ailleurs le fait que c'est une cochonnerie. Voilà, concrètement. Les matériaux qu'on utilise là, et que je pense qu'il y a quand même une très très grande hypocrisie, sinon un certain cynisme à dire qu'on va sauver la planète avec ça. Autre petit exemple, ça c'est pour faire mal, un petit château qui est à Châtelet, une petite folie à Villard-de-Lans, construite en briques, vraisemblablement une résidence secondaire, qu'on vient très intelligemment, avec beaucoup d'argent public vraisemblablement, parce qu'on va défiscaliser derrière et toucher des aides, isolée par l'extérieur, ce qui est a priori absolument stupide pour une résidence secondaire. Et par ailleurs, vous voyez, pour faire ça, voilà, ça, le gain, là, on peut quand même s'interroger, à la fois sur la durabilité de tout ça, et puis savoir si c'est vraiment vers cette société-là qu'on veut aller. Alors ces choses-là, on ne les voit pas tellement, là, nous, qui sommes tous plus ou moins des bourgeois bohèmes. Chez nous, ça ne gagne pas tellement les centres-villes. Allez vous balader un tout petit peu dans les périphéries. C'est ça le monde dans lequel les gens commencent à vivre réellement. Le gilet jaune voudrait qu'on lui donne de l'argent pour vivre là-dedans. Alors, quelques pistes, et puis ça ouvrira le débat. Tout d'abord, la question de l'épaisseur de l'isolation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, on vous impose 20 cm d'isolant parce que la loi prétend que l'isolation est une fonction linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, 1 cm d'isolant isole tant, 2 cm isole 2 fois plus, 3 plus, etc. Ce qui est évidemment parfaitement faux. C'est-à-dire que, et ça, vous voyez, vous avez dès les 2 premiers centimètres d'isolant gagné plus de la moitié de ce qu'il y a gagné par rapport à une paroi non isolée. Vous en rajoutez 2, vous avez gagné encore un peu, ça a encore un peu de sens. Vous en rajoutez 2, voilà. Et puis après, les 10 ou 15 cm supplémentaires que la loi nous oblige à ajouter, à part faire tourner Saint-Gobain, en réalité, ils font gagner epsilon. Mais la loi, évidemment, a fixé mais c'est même pas là, parce que là, vous voyez, on est à 12 cm d'isolant, c'est un dessin de 2006. Aujourd'hui, la loi allait 2 fois plus loin. Sachant que c'est ce qui, au fond, massacre l'architecture, parce que quelques centimètres d'isolant intérieur, extérieur, on sait souvent les mettre. Voilà. Et si c'est pas mis avec un matériau synthétique, on sait les mettre avec un enduit isolant. On va remplacer le sable par du chanvre, ou remplacer le sable par de la pouzzolane, et donc faire des systèmes finalement où on va isoler dans l'épaisseur en dur avec un matériau capable de durer 50 ans comme n'importe quel enduit, et non pas des matériaux de synthèse hautement fragiles. Par ailleurs, comme je vous disais, la question du confort thermique, aujourd'hui, on en fait l'alpha et l'oméga à travers la conduction, mais c'est aussi les questions de circulation de l'air, c'est aussi les questions
d'apport solaire, c'est aussi les questions d'humidité de l'air intérieur ou non, c'est aussi des tas de questions qui renvoient en fait donc à la façon dont on vit, hein, et pas simplement à la surisolation de la paroi. Le PFL, donc à Lausanne, le laboratoire sur l'architecture moderne à Lausanne, qui a été dirigé par Franz Graf, a fait des tas de recherches. Alors là, on est sur une très très grande copropriété, le Lignon, en banlieue de Genève, où ils ont mis en place plein de systèmes d'isolation extérieure, intérieure, simplement de l'entretien de ce bâtiment des années 70. Et ils se sont rendus compte qu'on savait, ne serait-ce qu'en remplaçant les joints, en nettoyant les joints, etc., gagner 20-30% déjà par rapport à la consommation actuelle. Si on isolait avec des moyens relativement légers, pas traumatisants pour l'architecture et abordables, on gagnait le gros de ce qu'il y a à gagner. Et en fait, la loi, voilà, pour quelques kilowattheures théoriques de plus, en fait, faisait qu'on était obligé de se lancer dans des opérations très très lourdes, avec remplacement intégral des panneaux, perte de l'architecture d'origine. Et en fait, ils ont fait cette étude sur un certain nombre de bâtiments et se rendent compte qu'à chaque fois, et c'est comme si c'était une règle implicite, à 10 ou 20% près, on vous met le cap qui fait que vous n'allez pas pouvoir le faire avec des moyens simples et sans passer par les moyens les plus lourds, qu'ils soient de ventilation double flux mécanique, d'isolant, etc. Un autre Suisse, Christoph Amsler, lui, c'est une sorte de magicien. En fait, c'est lui que vous auriez dû inviter, qui vous présente ces opérations, parce que c'est quelqu'un qui, en gros, est une sorte de prestidigitateur, qui, à partir de bâtiments pluriséculaires, en fait des sortes de machines thermiques en touchant très très peu de choses. Donc là, c'est un château dans lequel il a installé un musée à Valère, le château de Valère à Sion, et où il s'est rendu compte que voilà, l'été ça surchauffe là-haut, que là on a des masses d'air avec l'eau, tout ça dans les caves relativement inertes, et qu'on peut, par des simples vannes entre les étages, et puis de la métrologie, c'est-à-dire des mesures de température et d'hygrométrie suivant les étages, faire circuler l'air, été ou hiver, dans un sens et dans l'autre, de l'un à l'autre, et du coup sans isolation, sans ventilation mécanique, sans faux plafond avec toute la tripaille cachée dedans, simplement par des petites trappes qu'on ouvre et qu'on ferme. Voilà. Il a fait ça aussi à la cathédrale de Lausanne. Il a fait ça à pas mal d'endroits, une sorte de prestidigitateur qui arrive à faire s'autoréguler l'architecture traditionnelle. Et donc arriver à des trucs tout à fait performants, et où c'est formidable parce que vous êtes dans des musées, lui, où vous avez une fenêtre avec un simple vitrage qu'on peut ouvrir, où vous n'êtes pas surchauffé, où vous n'êtes pas avec de l'air conditionné. Et j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Et donc, toute petite conclusion, en forme de provocation. Un certain nombre de jeunes universitaires ou de jeunes architectes commencent à dire qu'il faudrait faire un moratoire sur les constructions nouvelles. Au fond, à partir de 2050, c'est fini l'augmentation démographique. On a, y compris dans les régions où il y a des besoins importants de logements, la construction nouvelle sert plus à la spéculation qu'à ses destinataires. Et partout ailleurs, on fait des massacres de démolition, reconstruction, d'agitation pour rien. Peut-être que si on voulait sauver le monde de la même façon qu'on peut manger un peu moins de viande, qu'on peut rouler un peu moins en bagnole, on pourrait faire moins de chantiers. Voilà. C'est un architecte qui vous dit ça. Voilà. Bon, moi, sachant que pour ma part, je travaille surtout sur du bâti existant, donc j'ai très peu bétonné. J'ai soigné des bâtiments et essayé de les... Mais j'avoue que moi, ça me parle. Voilà.